Baptiste Mullier, je le disais en présentant ce sommaire, vous êtes un ancien alcoolodépendant. C'est même un terme que j'ai repris auprès de vous. Vous validez, vous êtes d'accord? Ouais, je suis complètement d'accord. Vous avez bu à partir de 14 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Vous êtes sobre désormais depuis 8 années. Et vous racontez votre histoire dans ce livre qu'on va voir à l'écran, d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée, un livre coécrit avec Judith Losman. L'Haussmann. Ouais. Voilà. C'est un témoignage poignant. Vous racontez tout sans vous épargner. Je voulais savoir, pour démarrer cette émission, quand vous commencez à boire à l'âge de 14 ans, comment ça démarre ce premier verre? Quelle est l'occasion, le contexte? Le contexte, j'ai l'impression d'avoir commencé à boire comme tout le monde. C'est-à-dire? Mes cellules n'étaient pas celles de tout le monde, c'est surtout ça à dire. En fait, j'étais dans la rue avec des amis avant une soirée et j'étais super angoissé. C'était lors de mes premières soirées. Et l'angoisse était là. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il va falloir danser? Est-ce qu'il va falloir approcher des filles? Je ne sais pas danser, je ne sais pas faire ces choses-là. Et mon pote me tend une bouteille de rosé et j'accepte. Et quels sont les effets? Qu'est-ce que vous ressentez avec ces premières gouttes d'alcool? C'est une sensation assez sublime que j'ai adorée. Dès le début, ça accroche en fait, ça match tout de suite. Il y a eu un magnétisme qui était là, ou des atomes crochus, j'ai adoré. Pas le goût, le goût, je m'en foutais. Non, c'est les effets. Ce sont les effets. Et les effets, c'est... Les effets, ils sont propres à chacun. Moi, je recherchais surtout des émotions enfantines oubliées, c'est-à-dire l'exubérance, la liberté, fuir la pression familiale et scolaire. Je voulais me sentir libre. Et l'alcool m'a permis de noyer tout ça, d'anesthésier tout ça. Et puis petit à petit, on tombe dans la dépendance parce qu'on boit pour les mauvaises raisons. Vous parlez de liberté d'enfant à retrouver. L'adolescent que vous étiez à l'époque avait perdu le petit Baptiste qui était tout joyeux, tout gai. Et vous traversiez une crise d'adolescence, vous diriez, à l'époque, ou pas spécialement? Sûrement, mais après, il y a eu un déracinement parce que j'ai grandi à Londres et mes parents ont jugé bon de me mettre dans le système français. Et ce changement a été vécu de façon... un choc un peu. Un énorme choc, perte de repères totale. Il y avait une grande pression scolaire qui était là, que je ne voulais pas ressentir. Oui, vous étiez un collégien du 16e arrondissement, dans un établissement prestigieux, c'est ça, du 16e arrondissement, et vous viviez donc cette pression de façon très forte. Je crois que vous aviez aussi un amour très profond pour le foot. Oui, j'adorais. J'adorais le foot, et en arrivant en France, moins de foot, je n'arrivais pas à exprimer qui j'étais. J'étais comme dans une prison. Et l'alcool, j'ai pas du tout été briefé sur les risques et les dangers. J'ai trouvé là une solution miracle, une pilule magique pour lâcher, pour planer, pour retourner dans un monde enfantin. Et ça a été bon au début seulement. Ça vous libère donc de vos angoisses. Vous écrivez dans votre livre, c'est assez très intéressant, j'avais un potentiel d'alcoolique. On est alcoolique. Et il est juste de dire que tout le monde n'est pas égal face à l'alcool. On n'est pas tous égaux, c'est vrai. Et je l'ai découvert, ça m'a longtemps frustré parce que je me disais, mais pourquoi moi j'ai un problème alors que d'autres peuvent boire la même quantité? Après, je me mentais à moi-même. Je buvais plus et je buvais plus régulièrement. Mais j'ai été en colère d'accepter que j'étais malade alcoolique parce que je voulais pas l'accepter. Je voulais pas accepter que pourquoi moi. Mais vous le réalisez assez vite, ça, que vous avez un problème avec l'alcool, ou vous vous voilez la face? Je me voile longtemps la face. Parce qu'on est jeune, 14, 15 ans, 16 ans. Non, 14, 15 ans, c'est juste festif. J'ai l'impression que c'est que le week-end. Mais si on se penche sur le côté dépendance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être aussi une histoire de contexte. Et moi, dès ma première gorgée lors d'une soirée, je ne sais plus passer un week-end non alcoolisé. Et donc, c'est systématique, c'est ça que vous dites. C'est systématique. J'ai l'impression qu'un bon week-end, c'est un week-end alcoolisé. Sinon, c'est un week-end raté. Un week-end raté, j'ai l'impression de m'ennuyer, de pas avoir profité. J'associe l'alcool à tout ce côté festif, convivialité, les potes, les soirées, etc. Et ensuite, on tombe dans de la dépendance parce que je deviens dépendant de plus en plus de contexte. Et à partir de quand, à partir de quel âge, ça devient de plus en plus systématique et un peu plus fort, cette addiction? Je dirais à partir de mes études, 18, 19. Quand vous êtes majeur. Majeur.
Et ensuite, après la mort de mon papa, ça a été l'ouverture des vannes. Alors, il faut dire qu'effectivement, vous avez traversé des tragédies, notamment deux. La première, entre guillemets, c'est celle de la perte de votre papa quand vous avez 19 ans, une mort tout à fait brutale. Et puis, vous perdez aussi une amie qui chute d'une balustrade et qui s'écrase au sol et décède. Ça se passe dans votre salon, ça se passe au pied de votre immeuble. Ces deux tragédies sont effectivement de ce que je comprends de votre témoignage et de votre histoire, des accélérateurs en fait, vers l'alcool aussi. C'est des accélérateurs parce que j'utilise l'alcool comme un anesthésiant. Et ça calme le chagrin, la douleur. Alors j'ai l'impression que ça va me faire aller mieux. Effectivement, pendant les 10-15 premières minutes, il y a un effet anxiolytique qui est délicieux et j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de ça, mais c'était oublier l'effet dépresseur de l'alcool et tous les lendemains avec les difficultés du lendemain. Les difficultés du lendemain et puis surtout l'exclusion que je pouvais avoir avec les autres. Enfin, je ne me connectais plus aux autres, c'était que de la défonce, c'était que de l'anesthésie. Donc là, c'est plus le Baptiste qui fait la fête et qui fait de l'alcoolisme mondain, on va dire, c'est ça? Plus du tout. Ça ressemblait à quoi? C'est vraiment de la tristesse. Je suis un pantin alcoolisé. Je réponds qu'au désir de l'alcool. Mon emploi du temps est juste focus sur quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma prochaine dose. C'est assez incroyable, mais la lumière, le néon d'une supérette va me donner envie de boire. J'organise mon emploi du temps tout le temps, partir avant pour avoir ma dose et avoir de l'avance, cacher de l'alcool, boire après. Je m'organise tout simplement pour m'anesthésier. Ça veut dire que vous êtes chez votre petite amie, vous avez un rendez-vous avec une amie, un ami, vous organisez tout votre journée pour avoir des cachettes, par exemple, d'alcool ou de passer dans le frigo, prendre une lampée de vodka. Ça se traduit exactement comme ça? Exactement comme ça, où je mens, je dis que je suis chez moi, mais en fait je suis à l'extérieur en train de picoler, je suis tout seul dans des parcs en train de pleurer, ma bouteille à la main. L'alcool, je considérais être ma meilleure copine. Mais cette copine, elle m'a détruit. Ça a vraiment été un amour à sens unique. Parce que je l'ai adoré, la bouteille. Mais elle m'a menti. L'alcool m'a menti. Moi, quand je commence l'alcool à 14-15 ans, l'alcool me promet d'être heureux. Et en fait, je termine dépressif. L'alcool me promet des amis, de l'intensité. Je suis juste éteint et je suis tout seul. Qu'est-ce que j'ai souffert de la solitude dans l'alcool? C'est mortifère. Ça détruit tout autant que l'addiction en elle-même. Et surtout, l'alcool m'a promis d'être libre, de planer dans un monde de bisounours, tout rose, etc. En fait, j'ai été un esclave. Et ça a été hyper dur de m'en séparer. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'après 8 ans d'abstinence, je redécouvre la vie et j'apprécie la vie pour ce qu'elle est dans son authenticité. On va venir à cette deuxième partie de vie. Je voulais terminer sur l'alcool vous a mis dans des situations de danger très graves, jusqu'à une agression sexuelle que vous racontez dans votre livre. Votre entourage, à ce moment-là, comment les amis, votre maman, dont vous êtes très proche, vos frères, vous êtes une fratrie de 5 garçons, comment ça réagit autour de vous? Est-ce qu'on se voile la face ou est-ce qu'on vous dit des choses? Comment ça se passe? Il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que d'abord il y a un déni de la part de l'entourage. Ma maman m'a beaucoup excusé, ce qui n'est, j'ai appris plus tard, pas forcément une attitude à avoir, de continuer à être dans la maternité, de materner, etc. Elle m'excusait en pensant que soit j'essayais de gérer le décès de papa comme je pouvais, soit je faisais une crise d'ado prolongée, soit il y avait de la dépression, mais en fait le problème était bien plus profond que ça. J'étais dépendant de l'alcool, et l'alcool, c'est l'alcool qui nourrissait la dépression. Après, je m'excluais aussi de tous ces reproches que je vivais comme des agressions aussi, parce que les avis moralisateurs, les phénomènes de posture d'autorité, je supportais pas ça. Et on ne pouvait pas entrer en dialogue avec moi si on avait cette posture-là. Donc ça m'a poussé à m'exclure et à favoriser l'isolement volontaire. Parce que oui, il y a de l'isolement involontaire où en fait je suis plus invité parce que je fous la honte. Mais il est volontaire parce que je ne sais pas gérer ce monde extérieur qui n'est que agression pour moi. Alors, il y a une phrase magique de votre maman un jour qui vous dit « Est-ce que tu as pensé aux alcooliques anonymes ?» Et là, c'est le début du commencement de la rédemption et de la rémission, c'est ça?
C'est ça. Alors ça paraît peut-être simple, dit comme ça. Il y a eu beaucoup de déclics, il y a eu beaucoup de prises de conscience, ça a mis longtemps, mais c'est vrai que je retiens cette fameuse phrase de maman qui vient dans ma chambre et qui me parle des alcooliques anonymes. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai entendu ce jour-là, C'était mais le bon moment peut-être. c'était Vous peut-être étiez le bon attentif à moment. ce moment-là, oui. Mais je pense que j'avais aussi besoin que quelqu'un me déverse tout son amour et me dise, Baptiste, en fait, tu as le droit de vivre aussi. Et ça a été une bouée de sauvetage, cette phrase. J'ai accepté de l'aide et j'ai accepté véritablement le mot dépendance alcoolique. Et je suis allé aux alcooliques anonymes. On pourra peut-être en reparler, mais c'est vrai que ce lien de pouvoir m'identifier à d'autres, moi qui me sentais tellement seul, tellement différent, le mouton noir de mon cercle social, eh bien, je voyais des semblables. Et ça faisait tellement du bien de sentir que j'avais ma place quelque part. C'était une forme de réconfort et peut-être pas de honte puisque vous étiez entre personnes, c'est ça, qui traversaient aussi ou qui avaient traversé les mêmes problèmes, les mêmes J'avais besoin addictions. de sentir de l'espoir, mais surtout d'être compris, Mhm. D'être pas être entendu. jugé, écouté. Mhm. Alors j'ai été tétanisé avant d'y aller. Oui, j'imagine, c'est pas très facile d'y aller, ça se fait C'est pas pas en... facile du tout, mais il y a une chaleur humaine qui est assez exceptionnelle. Il y a aussi beaucoup d'autodérision, il y a de la vie, et j'avais peut-être besoin de vie à d'être ce moment-là. entouré et dans une forme de fraternité finalement. C'est ça. Vous écrivez, parler, c'est le début du soin à apporter à soi-même. C'est une belle phrase que j'arrive maintenant à m'approprier. J'en ai fait aussi ma vie aujourd'hui. C'est de dire que la chose la plus courageuse au monde, c'est de sortir du silence. Et je n'avais pas accès à des cadres d'expression. Je n'ai pas grandi avec, avec cette facilité d'exprimer ses émotions. J'ai grandi en cachant beaucoup de choses, en noyant beaucoup de choses, en me taisant. Et j'ai essayé d'avancer comme un bon petit soldat en ne verbalisant En pas, n'écoutant pas vos émotions. en n'écoutant pas mes émotions, alors que je suis un hypersensible et que les émotions, elles étaient hyper intenses. Mais pour moi, c'était pas une notion de virilité. Je voulais être viril, l'alcool m'a permis aussi de me sentir viril, mais en fait, ça a été encore une fois juste un mensonge. Et la parole vraiment m'a libéré. Fondamentale. Fondamentale. Ne serait-ce que de pouvoir ancrer des mots, de pouvoir accepter certaines choses. D'être au plus près de ses émotions, en fait, c'est ça. Exactement. Et aussi de se confronter à la réalité, d'arrêter de fuir. Parce que l'alcool est une fuite. Alors, vous l'avez légèrement abordé, donc tout à l'heure, vous êtes devenu ce qu'on appelle un patient expert depuis que vous êtes sobre, hein, c'est bien ça? Presque ça. Presque oui. ça. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est être un patient expert? Alors juste pour le petit contexte, au bout d'un an d'abstinence, j'ai eu ce désir de transmettre des choses, de transmettre mon expérience et dire, notamment aux jeunes, que tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Parce que moi, j'ai manqué cruellement de modèles, j'ai manqué cruellement de sensibilisation, et j'ai eu un désir de transmission. Au début, j'avais très très peur de prendre la parole, j'avais pas les mots, alors j'ai utilisé l'écriture comme un mode d'expression. Peut-être qu'on pourra revenir un peu sur ce livre, d'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée. Ça a été ça fait partie du processus pour vous Mais totalement. de guérison, le livre. L'écriture a sauvé ma vie aussi. Et c'est grâce à Judith qui m'a confronté à tous mes maux, qui m'a aiguillé dans mon introspection et qui m'a permis d'accepter mon passé. Grâce à ce livre qui est en auto-édition et donc seulement disponible à l'achat sur mon site internet, j'accepte, je n'ai plus peur de mon passé, je n'ai plus peur d'en parler. Et c'est pendant l'écriture de ce livre que j'ai découvert le patient expert. Alors dites-nous, c'est quoi patient expert? Alors un patient expert, c'est un ancien malade qui reçoit une formation. Alors moi, je l'ai reçu par l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Oui, c'est très sérieux, hein? C'est très sérieux. En fait, c'est aussi pour dire que tout le monde ne peut pas s'autoproclamer coach. Oui, c'est pas parce qu'on est un ancien alcoolique qu'on peut aider des gens qui sont alcooliques. J'ai compris ça dans cette formation-là. Alors cette formation m'apprend à structurer mon savoir expérientiel de la maladie, de structurer beaucoup de choses et de pouvoir accompagner d'autres personnes qui souffrent de la même maladie. Et quand j'ai brandi ce diplôme entre les mains, ça a été une révélation. Je suis tellement fier de ce diplôme parce qu'il représente qui je suis.
je ne mens plus, je n'ai plus besoin de mettre de masque en société et je deviens acteur de ma maladie. C'est assez phénoménal. Et puis, je suis là pour essayer d'aiguiller, éclairer, d'être un soutien, d'être à l'écoute. Comme je l'ai dit, ça se soigne par le lien. Donc j'essaye d'être un lien avec ceux dont l'âme est encore dans l'obscurité. Donc votre vie aujourd'hui, elle est consacrée à ça, à travers des conférences, hein, c'est ça? Vous sensibilisez donc des conférences qui se déroulent dans des collèges, dans des lycées notamment, mais pas que peut-être? Pas que, il y a aussi en université, en école de commerce, école d'ingénieur, pas encore en médecine, j'aimerais bien. Mais je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, notamment on peut vous suivre Instagram. sur votre compte Instagram. C'est Instagram. On peut vous suivre à travers des réflexions, les conférences auxquelles vous participez également. Et je partage c'est un lien, beaucoup de c'est ça en choses. fait avec C'est un lien et c'est aussi permettre d'ouvrir le dialogue, d'éveiller les consciences. Parce que faut savoir, je ne suis pas anti-alcool, mais je considère que ce sujet devrait être assez universel. Et alors qu'on fait beaucoup l'autruche. On fait encore l'autruche, on n'est pas encore en conscience. Pourquoi est-ce qu'on boit? Quelle est la place qu'occupe l'alcool dans la vie? Est-ce qu'il y a des impacts négatifs à cause de l'alcool? Ces questions, elles sont accessibles elles sont accessibles pour tout le monde. C'est pas que pour les personnes qui sont dans les extrêmes. Alors j'essaye d'aborder le sujet sur les réseaux sociaux et notamment auprès des jeunes en conférence pour les sensibiliser sur les risques parce que je sais combien j'aurais aimé avoir accès à cette information. Alors justement, et malheureusement, l'émission touche à sa fin. En quelques mots, quand on a un proche qui vit des problèmes d'addiction d'alcool, quels sont les premiers mots? Quels seraient les premiers mots ou les bons mots à dire pour aider? Alors j'aurais bien aimé qu'on me dise qu'on s'inquiète pour moi. Je m'inquiète Juste ça, pour je toi. m'inquiète pour toi. Et une présence, pas de jugement. Je suis à côté de toi, ça va aller. Tiens, prends une bouteille d'eau. Si tu as besoin, je suis là. Mais d'être dans la posture de la moralisatrice ou alors, quand je suis bourré, d'essayer de me parler quand je suis bourré, ça marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Ça rentre dans l'oreille, ça sort de l'autre. Donc, essayer d'avoir des cadres, des contextes hors alcool et d'essayer de dire je suis là en fait, je suis présent. Je suis là. Et que l'entourage aussi puisse accepter que cette personne-là est malade, que ce n'est pas un manque de volonté. Moi, j'ai longtemps cru que c'était un manque de volonté. Non, c'est une maladie. C'est une maladie. Et donc, d'essayer d'échanger avec cette personne malade comme on échangerait avec une personne qui a un cancer ou d'aborder le sujet de cette façon-là. Merci Baptiste Mullier. Je rappelle votre livre D'avoir trop trinqué. Ma vie s'est arrêtée, coécrit avec Judith Lossman, aux éditions Judith Lossman Éditions. Et on retrouve toutes les informations sur votre compte Instagram. Merci à vous d'être venus. Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous laisse en compagnie des autres programmes du Figaro. À bientôt.